Ce chapitre est intitulé Théorie des groupes. C'est la partie de l'algèbre générale qui concerne les structures algébriques qui sont appelées groupes. On va restreindre notre étude dans ce chapitre à quelques notions et propriétés classiques de la théorie des groupes, notamment les groupes symétriques, qui constituent l'une des applications principales de cette théorie en chimie, qui sert par exemple à simplifier l'écriture de l'hamiltonien d'une molécule en exploitant ses symétries. Ou encore en spectroscopie, cette théorie permet de savoir si une transition sera visible dans un spectre infrarouge selon la symétrie de sa déformation. Le contenu de ce chapitre est réparti en 4 sections. Dans la première section, on va étudier la notion des lois de composition interne. Pour entamer par la suite la définition de la structure algébrique des groupes. On passe ensuite à un cas particulier du groupe symétrique. Et dans la 4e section, on va étudier les éléments et opérations de symétrie comme l'une des applications principales de cette théorie en chimie. On définit une loi de composition interne sur un ensemble E comme étant une application de E fois E, dont E, qui est associée à chaque couple X, Y, le composé de X et de Y qu'on note par X étoile Y, X plus Y, ou tout simplement XY. Ensuite, cette loi de composition interne étoile définie sur l'ensemble E peut vérifier quelques propriétés, notamment l'associativité, la commutativité lorsque le composé de XY égale au composé de YX, et elle peut posséder un élément neutre qui vérifie cette relation. Et lorsque cet élément neutre existe, alors il est unique. On dit ensuite qu'un élément X est inversible ou bien symétrisable dans E s'il existe un autre élément X' dans le même ensemble appelé inverse ou symétrique de X qui vérifie cette relation. C'est-à-dire le composé de X et son inverse est égal à l'élément neutre. Dans la 3e propriété, si on considère deux lois de composition interne notées étoile et T, alors on dit que la loi de composition interne étoile est distributive par rapport à T si on a cette égalité. Je précise ici que la multiplication classique est une loi de composition interne sur R étoile qui est distributive par rapport à la sommation classique. Passons maintenant à la 2e section dans laquelle on va définir la structure algébrique des groupes. On considère un ensemble G non vide, muni d'une loi de composition interne notée étoile. Alors cet ensemble est appelé un groupe s'il vérifie ces 3 conditions. D'abord, la loi étoile devrait être associative, et puis cet ensemble G doit posséder un élément neutre, et de plus, tout élément de G possède un symétrique dans le même ensemble G. Si de plus la loi de composition interne est commutative, ce groupe est dit commutatif ou groupe abélien. La première propriété associée à la structure algébrique des groupes est que l'inverse du composé de 2 ou plusieurs éléments, ou tout simplement l'inverse du produit de 2 ou plusieurs éléments d'un groupe G, est égal au produit des éléments inverses dans l'autre inverse, ce qui est exprimé par cette égalité. Pour justifier ce résultat, il suffit de calculer ce produit en explicitant l'inverse de ce produit x, y, z comme produit des éléments inverses dans l'autre inverse, ce qui permet d'obtenir l'élément neutre. Également, on a cette propriété qui indique que tout élément d'un groupe est régulier ou bien simplifiable. Et puis, il faut noter que généralement, un groupe est noté additivement en utilisant le symbole de la sommation ou bien multiplicativement en utilisant le symbole de la multiplication. Et le symétrique x' de x dans un groupe additif est noté moins x
tandis que le symétrique d'un élément du groupe multiplicatif est noté x à la puissance moins 1. Considérons maintenant un exemple de cet ensemble composé de 4 éléments qu'on va noter par E, A, B et C. Pour montrer que cet ensemble est un groupe muni de la loi de la multiplication, on construit d'abord ce tableau multiplicatif. Ensuite, on peut remarquer que cet ensemble vérifie les 3 propriétés d'un groupe. Notamment, cette loi de la multiplication est associative. Cet ensemble possède également un élément neutre qui est égal à 1. Et puis, d'après le tableau multiplicatif, on peut bien remarquer que tout élément de G possède un symétrique toujours dans G. Ensuite, on précise que l'ordre de ce groupe est égal à 4, c'est le nombre de ces éléments. De plus, on peut bien remarquer que ce tableau multiplicatif est symétrique par rapport à cette diagonale, ce qui signifie que ce groupe est abélien, c'est-à-dire que cette loi de multiplication est commutative. Finalement, ce groupe possède la propriété d'un groupe cyclique puisque les 4 éléments sont engendrés à partir du même élément A. Maintenant, on définit la notion d'un sous-groupe et on considère une partie H d'un groupe G pour laquelle la loi de composition du groupe est interne, c'est-à-dire que cette partie H est stable par cette loi de composition. Elle est dite un sous-groupe si la restriction à H de la loi de G définit dans H une structure de groupe. Ou encore, H représente un sous-groupe du groupe G lorsqu'elle vérifie les mêmes propriétés que l'ensemble G. Considérons cet ensemble composé de 6 éléments munis de la loi de la multiplication. On construit le tableau multiplicatif, suivant lequel on peut bien remarquer que cet ensemble muni de la loi de la multiplication est un groupe, puisqu'il vérifie les 3 propriétés d'un groupe. D'abord, la loi multiplicative est associative. Cet ensemble possède un élément neutre E. Et finalement, on remarque d'après le tableau multiplicatif que tout élément de G possède un symétrique dans G, en détectant les éléments inverses sur ce tableau. En prenant en considération la définition d'un sous-groupe, on peut bien dire que l'élément neutre représente toujours un sous-groupe du groupe G, il est d'ordre 1. Ensuite, on obtient que ces 3 ensembles de 2 éléments représentent des sous-groupes d'ordre 2, puisque l'inverse de chaque élément de ces ensembles est lui-même. Et le seul sous-groupe d'ordre 3 qui figure dans le tableau multiplicatif est composé des éléments E, D et F. En général, l'ordre d'un sous-groupe est un diviseur entier de l'ordre du groupe, ce qui est le cas pour ces sous-groupes d'ordre 3 et 2, qui sont des diviseurs de l'ordre 6 du groupe G. Passons maintenant à la section suivante des groupes symétriques comme un cas particulier des structures algébriques des groupes, et on définit la notion d'une permutation, en considérant l'ensemble S de E, des bijections d'un ensemble fini E à n éléments, muni de la loi de composition des applications. Cet ensemble est un groupe appelé groupe de permutation ou bien substitution de E. Également, cet ensemble des bijections est isomorphe au groupe des permutations de l'intervalle composé des éléments de 1 jusqu'à n, et qui est appelé groupe symétrique d'ordre n. Pour illustrer cette définition, on considère cette bijection notée sigma ou bien permutation de l'ensemble S des éléments de AA jusqu'à A6. C'est une permutation définie par ces relations où on peut bien remarquer que les éléments A3 et A5 sont invariants par cette bijection. Et donc,
on peut simplifier l'écriture de cette permutation sous cette forme condensée et qu'on peut réécrire sous cette relation qui signifie que l'image de A1 par cette permutation est égale à A4, l'image de A4 est égale à A6 et l'image de A6 est égale à A2. Tandis que les éléments A3 et A5 sont invariants par cette permutation. Maintenant, on définit une permutation circulaire d'ordre P, ou tout simplement un cycle d'ordre P, comme étant une permutation notée sigma de l'ensemble E qui laisse invariant n-p éléments. Et puis, on peut ranger les autres éléments en utilisant ces relations qu'on peut réécrire sous cette forme qui représente les images des éléments de E dans l'ordre indiqué suivant ces relations. Et suivant cette définition, on peut bien vérifier que ce cycle vérifie cette relation, c'est-à-dire la puissance d'ordre égal à l'ordre du cycle donne toujours l'élément neutre. Par exemple, en considérant ce cycle ou permutation circulaire d'ordre 12 et qu'on peut décomposer suivant le produit de trois cycles d'ordre 4, 5 et 2 respectivement. Ou par exemple, pour le cycle sigma 1 qui range ces quatre éléments A, E, C et H et qui laisse invariants les autres éléments. La même chose pour le cycle sigma 2 où les éléments qui ne figurent pas sur cette expression sont invariants par ce cycle sigma 2. Et finalement, pour le cycle sigma 3, les éléments autres que F et I sont invariants par sigma 3. Et suivant la remarque de tout à l'heure, on peut bien vérifier que la puissance égale à l'ordre de chaque cycle donne toujours l'élément neutre. Passons maintenant à la définition d'une transposition qui représente un cycle d'ordre 2 qui échange deux éléments de l'ensemble E et qui laisse invariants tous les autres éléments. Et donc, on peut bien vérifier qu'on a toujours la possibilité de décomposer une permutation de l'ensemble E en un produit de transposition. Et suivant la parité du nombre de transpositions, on dit que la permutation est paire ou bien impaire. On associe ensuite à ce nombre de transpositions la notion de la signature d'une permutation, notée epsilon sigma, qui est égal à 1 si le nombre de transpositions de cette permutation est pair, et égal à moins 1 si ce nombre est impair. Pratiquement, pour déterminer la signature d'une permutation, on commence par décomposer cette permutation en produit du cycle disjoint. Ensuite, on décompose chaque cycle d'ordre P en P-1 transpositions, ce qui permet de déterminer le nombre de transpositions de cette permutation, et donc, on retrouve la signature de cette permutation. Considérons cette permutation d'ordre 12, pour laquelle on a déjà déterminé la décomposition en trois cycles disjoints, sigma 1, sigma 2, sigma 3, d'ordre 4, 5 et 2 respectivement. À la base de cette décomposition, on peut bien retrouver le nombre de transpositions qui constituent cette permutation. Elles sont en nombre 8. Puisque la décomposition du cycle sigma 1 donne 3 transpositions, la décomposition de sigma 2 donne 4 transpositions, et finalement sigma 3, c'est un cycle qui représente en même temps une transposition. Et puisque le nombre de ces transpositions est égal à 8, on obtient que la signature de cette permutation est égale à 1. À partir de ces opérations, on peut bien calculer par exemple sigma à la puissance 2019, en observant que la division de 2019 par l'ordre du premier cycle est égale à 504 plus 3. Ensuite, la division de 2019 par l'ordre du deuxième cycle
est égal à 403 plus 4. Et la division de 2019 par l'ordre du troisième cycle est égal à 1009 plus 1. Sachant que l'ordre du premier cycle sigma 1 est égal à 4, et donc la puissance d'ordre 4 de ce cycle donne l'élément neutre. La même chose pour le deuxième cycle d'ordre 5 et le troisième cycle d'ordre 2. Ce qui permet de simplifier ces puissances sous cette forme en ne gardant que la puissance d'ordre 3 de sigma 1, la puissance d'ordre 4 de sigma 2 et la puissance d'ordre 1 de sigma 1. C'est une expression qu'on peut bien réécrire sous cette forme. Ça veut dire que l'image de A par la puissance 2019 de sigma est égale à H, l'image de B égale à K, et ainsi de suite, jusqu'à l'image de L qui est égale à B. Passons maintenant à la dernière section de ce chapitre, des éléments et opérations de symétrie comme étant l'une des applications principales de la théorie des groupes en chimie. Et on définit une opération de symétrie, notée OPSI, le mouvement de déplacement d'un objet le conduisant soit à une position équivalente ou bien une position identique. Par exemple, en considérant une molécule qui possède des atomes en A, B et C en forme triangulaire, alors si on fait une opération de symétrie sous forme d'une rotation d'un angle de 2π/3, on peut déplacer cette molécule en cette position équivalente. On obtient également cette deuxième position équivalente si jamais on fait une opération de symétrie d'une rotation d'un angle de 4π/3 et finalement on obtient une position identique à travers cette opération de symétrie d'une rotation d'un angle de 2π. On définit également un élément de symétrie comme étant un objet géométrique qui sert à définir l'opération de symétrie et qui représente un point, une droite ou encore un plan. En général, les éléments de symétrie sont invariants lors des opérations de symétrie et on indique sur ce tableau le symbole commun relatif à chaque élément de symétrie ainsi que l'opération de symétrie associée. Le symbole E indique l'absence d'un élément particulier de symétrie, c'est-à-dire que l'opération de symétrie est l'identité. C'est une position identique. Le symbole sigma représente un plan de symétrie et qui implique une réflexion comme opération de symétrie. Le symbole I représente un centre de symétrie et qui implique une inversion. Le symbole C représente un axe propre, c'est-à-dire une rotation autour d'un axe. Et finalement, le symbole S représente un axe de rotation impropre, c'est-à-dire une rotation autour d'un axe suivie d'une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe. On peut également considérer ces notations pour représenter les axes propres qui impliquent une rotation autour d'un axe. On passe maintenant à étudier les opérations de symétrie en commençant par la notion de la réflexion. On considère par exemple trois atomes notés A, B et C et on considère leur symétrie A', B', C' par rapport à un plan. Alors, le composé de deux symétries donne l'élément neutre et donc on peut bien vérifier que le composé d'un nombre pair de symétries donne également l'élément neutre, tandis que le composé d'un nombre impair de symétries représente une seule symétrie par rapport à ce plan. Ensuite, on peut bien vérifier que l'opération de symétrie d'inversion par rapport à un centre de symétrie vérifie également ces relations. C'est-à-dire que le composé de deux inversions donne l'identité, le composé d'un nombre pair d'inversion donne également l'identité, et le composé d'un nombre impair d'inversion représente une seule inversion. Pour les rotations propres, elles sont notées par Cn
et représente une rotation d'un angle de 2π sur n, où n représente l'ordre de l'axe de cette rotation propre. En général, cet ordre est égal au nombre de positions équivalentes plus la position identique. Par exemple, en considérant cette molécule qui possède des atomes en A, B et C, elle possède un axe de rotation propre d'ordre 3, c'est-à-dire que la rotation C3,1 qui correspond à une rotation d'un angle de 2π sur 3 donne une position équivalente. Également, pour la rotation C3,2, on obtient toujours une position équivalente. Et finalement, la rotation C3,3, c'est-à-dire la rotation d'un angle égal à 2π, donne une position identique. En général, on peut effectuer les opérations de symétrie pour un axe de rotation propre d'ordre n, suivant ces relations, en remarquant que la rotation Cnn donne une position identique et la rotation Cnn plus 1 est équivalente à la rotation Cn. Et donc, l'ensemble composé des opsis Cn1 jusqu'à Cnn est un groupe muni de la loi de composition interne du composé des opsis. C'est une loi qui vérifie les propriétés d'une structure algébrique d'un groupe, puisque le composé des opérations de symétrie est une loi interne, associative, symétrique, et il existe un élément neutre représenté par la position identique. De plus, c'est une relation qui est commutative, c'est-à-dire que ce groupe est abélien. Par la suite, pour déterminer les sous-groupes engendrés, on peut bien profiter de cette relation qui fait correspondre une rotation Cnm à une rotation Cn sur P, m sur P, si jamais les deux antinaturels n et m sont divisibles par P. Pour illustrer ces propriétés, on considère un axe de rotation propre d'ordre 6 et on effectue toutes les opérations de symétrie possibles jusqu'à l'obtention de l'élément neutre, c'est-à-dire la position identique. En utilisant cette propriété, on obtient deux sous-groupes engendrés. Le premier sous-groupe d'opsis concerne une rotation d'ordre 2, c'est-à-dire un élément de symétrie d'un axe d'ordre 2. Le deuxième sous-groupe engendré concerne les opérations de symétrie d'une rotation d'ordre 3, qui représente un élément de symétrie d'un axe d'ordre 3. Et donc, pour cette molécule hexagonale qui possède des atomes en ses sommets, elle possède un axe de symétrie d'ordre 6, et on peut vérifier, suivant cette démarche, qu'elle possède également un axe de symétrie d'ordre 2 et un axe de symétrie d'ordre 3, qui sont tous les deux collinéaires avec cet axe d'ordre 6. Passons maintenant à l'étude des opérations de symétrie pour une rotation impropre. Il s'agit d'une opération de rotation d'un angle égal à 2π sur n autour d'un axe d'ordre n, suivi d'une réflexion par rapport à un plan sigma perpendiculaire à cet axe Cn. Cette rotation impropre est notée par cette expression. Suivant cette définition, il faut noter que si dans une molécule il existe un axe de symétrie Cn et un plan de symétrie sigma perpendiculaire à cet axe d'ordre n, alors il existe forcément un axe Sn de rotation impropre, mais la réciproque n'est pas vraie en général. Considérons l'exemple de la molécule d'éthane dans sa forme décalée. C'est une molécule qui possède un axe de symétrie d'ordre 3. Et donc, si on fait une rotation autour d'un axe d'ordre 6, confondu avec l'axe d'ordre 3, puis une réflexion par rapport au plan perpendiculaire à l'axe d'ordre 3, on obtient une rotation impropre d'ordre 6. Et dans ce cas, il faut noter que l'axe d'ordre 6 n'est pas un élément de symétrie moléculaire et le plan sigma n'est pas un plan de symétrie pour la molécule, tandis que l'axe S6 est un axe de symétrie impropre pour la molécule. Les opérations de symétrie qui correspondent à un axe impropre Sn sont déterminées par ces relations.
où l'ensemble des opsis des rotations impropres d'ordre n constitue un groupe pour la loi de composition interne du composé de rotation impropre, puisque le composé de ces rotations vérifie toutes les propriétés associées à une structure algébrique d'un groupe, notamment l'associativité, la symétrie et l'existence d'un élément neutre qu'on peut avoir à partir d'une rotation impropre d'ordre m. De plus, ce groupe est abélien puisque la relation du composé de la réflexion par rapport au plan sigma et la rotation autour de l'axe Cn est commutative. On va discuter maintenant les opérations de symétrie lorsque l'ordre n est pair. Et donc, pour effectuer toutes les rotations impropres possibles et déduire les sous-groupes engendrés, on effectue les opsis jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire SNN, qui coïncide avec la position identique. Ce qui permet par la suite d'identifier ces rotations propres, sachant que le n est pair, et les puissances d'ordre pair de la réflexion ne sont autres que l'identité. Et par conséquent, toute symétrie impropre d'ordre n engendre un axe de symétrie propre d'ordre n sur 2. On va considérer l'exemple pour le cas d'une rotation impropre d'ordre 2 qui correspond à une inversion par rapport à un centre de symétrie. Le deuxième exemple concerne le cas d'une rotation impropre d'ordre 6 pour lequel on représente les opérations de symétrie équivalentes sur ce tableau. Et donc, on obtient deux sous-groupes engendrés. Le premier sous-groupe concerne une rotation propre d'ordre 3 et le deuxième sous-groupe concerne une inversion. C'est-à-dire que les éléments de symétrie engendrés sont représentés par un axe propre d'ordre 3 et un centre d'inversion. Pour les opérations de symétrie pour le cas n impair, on effectue les opsis jusqu'à l'ordre de n puisque c'est une rotation impropre qui coïncide avec l'identité. Et donc parmi les opsis engendrés, on trouve le sous-groupe représenté par une rotation propre d'ordre n, c'est-à-dire un axe propre d'ordre n. Pour illustrer ces opsis pour n impair, on considère le cas d'une rotation impropre d'ordre 5 et on construit le tableau des opsis équivalentes, sur lequel on peut bien remarquer qu'on a deux sous-groupes engendrés des opsis. Le premier sous-groupe concerne une rotation propre d'ordre 5 et le deuxième sous-groupe concerne une réflexion. C'est-à-dire que les éléments de symétrie engendrés sont représentés par un axe propre d'ordre 5 et une réflexion sigma par rapport à un plan.